Soyez les bienvenus et les bienvenus à notre première édition de la semaine de l'érable en bref. Aujourd'hui, nous vous proposons deux sujets. L'impact du budget fédéral dans notre région et un bilan de la campagne de conscientisation des droits devant l'érable sur la pauvreté. Commençons par le premier sujet. Pour connaître les incidences locales du budget fédéral, nous recevons le député conservateur de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, par l'entremise de la vidéoconférence. Il fera des remarques critiques sur le budget que le Parti libéral a présenté à la population mardi le 28 mars 2023. Il nous donnera son avis par rapport à l'environnement, les impôts, entre autres considérations. Bonjour, Monsieur Berthold. Bonjour. Bon, on va commencer avec votre opinion du budget annoncé pour le gouvernement. Le budget nous parle des dépenses que le gouvernement va faire dans la prochaine année, puis c'est des prévisions pour les années qui suivent. Mais ce qu'on constate en général, c'est que le gouvernement libéral a choisi de continuer de dépenser, continuer d'augmenter la dette du pays et ne se préoccupe plus du tout du retour à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est pour nous un budget qui est très préoccupant, d'autant plus que chacune de ces dépenses gouvernementales-là va avoir un impact sur l'inflation. Puis l'inflation, ben, c'est pas compliqué, c'est le prix de la nourriture, c'est le prix de l'essence, c'est le prix de tout ce qu'on achète, de tout ce qu'on a besoin. Donc, pour nous, on n'est pas vraiment satisfait du budget qui a été présenté par la ministre des Finances, Mme Freeland. Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte lors de l'élaboration de ce budget? Ben, je pense que c'est surtout la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. Le gouvernement a beaucoup plus de revenus parce que l'inflation génère plus d'argent dans les poches du gouvernement. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas choisi de saisir cette occasion-là pour en laisser plus dans les poches des gens qui en ont besoin actuellement, notamment en diminuant les taxes et les impôts. Et de plus, l'an dernier, lors du budget, la ministre des Finances nous avait annoncé que on devait diminuer les déficits, on devait diminuer la dette du pays, on devait rembourser tous les emprunts qu'on a faits en raison de la COVID. Et quand on a lu le budget, quand j'étais dans le huis clos du budget cette semaine, on a cherché la concrétisation de ces promesses-là, puis on n'a rien vu. Et malheureusement, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, à chaque fois que le gouvernement dépense, il y a 67 milliards de nouvelles dépenses dans le budget qui a été présenté par Mme Freeland. Ben, ces nouvelles dépenses-là vont faire en sorte de contribuer à faire gonfler l'inflation, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Donc, ce qu'on aurait voulu, c'est que le gouvernement fasse preuve de plus de discipline financière notamment que le gouvernement aurait pu adopter une mesure pour chaque nouveau programme, pour chaque nouveau dollar qu'on dépense pour un programme, mais on trouve un dollar de réduction dans la machine administrative un peu partout. Il y a sûrement des réductions que l'on peut faire. Notamment, je fais juste donner un exemple, l'application ArriveCan qui a coûté 54 millions de dollars et qu'on a abandonné. Donc ça, c'est le genre de dépenses qu'on peut couper. Il y a des milliards de dollars qui sont donnés en sous-contractant. Je réfère à l'affaire McKinsey. On aurait pu également couper là pour financer les nouveaux programmes au lieu d'ajouter sur la dette du pays l'ensemble de ces programmes-là. Alors, quels seraient pour vous les aspects importants qu'il fallait prendre en compte pour faire ce budget après précisément le COVID? Ben, comme vous l'avez dit, après la COVID, malheureusement, on a fait face à une inflation. Les gens le voient, tout coûte plus cher. L'inflation qui était à 5,5 %. Les taux d'intérêt sont à un niveau jamais vu au cours des dernières années. Il y a toute une génération de jeunes qui espéraient avoir accès à une maison, pouvoir s'acheter une maison. Donc, il y a 9 jeunes sur 10 aujourd'hui qui ne croient plus en leur rêve de devenir propriétaires au pays. Et ça, c'est particulièrement inquiétant parce qu'on est un pays avec beaucoup de terre, on est un pays avec beaucoup d'espace. Puis de savoir que les jeunes Canadiens, les jeunes qui viennent de l'extérieur, ne voient pas la capacité, la possibilité d'acquérir une maison et de devenir propriétaire, puis de pouvoir fonder leur famille chez eux. Mais ça, c'est des choses qui nous ont inquiétés beaucoup. On pense que le budget aurait dû tenir compte de ça et notamment proposer des solutions pour l'habitation, pour les résidences, mais surtout aussi pour les loyers qui sont aussi de plus en plus chers.
Le coût des loyers a doublé depuis 2015 au pays. Et comme solution, on avait proposé, exemple, au gouvernement de se départir d'une partie de ces nombreux édifices qu'il possède un peu partout au pays pour créer des logements sociaux et des logements pour les familles avec des revenus plus moyens. Malheureusement, encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives en ce sens-là qui auraient permis aux jeunes Canadiens de reprendre espoir dans l'avenir. Et Monsieur Berthold, pensez-vous que la politique par rapport aux impôts donnera un vrai rapide aux gens de l'érable? Si tout coûte plus cher, les gens payent plus de taxes, les salaires augmentent, donc les gens payent plus d'impôts. Et malheureusement, le gouvernement a, dans ce budget-là, malheureusement, pas du tout pensé à réduire les taxes. Au contraire, il a pris les revenus de l'État, il a décidé de le dépenser à notre place en créant encore des nouveaux programmes qui vont durer des mois et des années. Donc, c'est une approche qui est très irresponsable, particulièrement dans des temps difficiles comme ceux qu'on traverse actuellement. Et on peut parler des aspects positifs que vous avez trouvés dans ces nouveaux budgets? Ben, vous savez, je suis un député de l'opposition et quand je vois un gouvernement dépenser autant d'argent, c'est difficile de trouver des côtés positifs. Cependant, il y a un petit répit qui est donné, un crédit de taxe de TPS pour les familles qui vont leur permettre de souffler un peu. Mais malheureusement, cet argent-là va rapidement être d'être dépensé et surtout les charges additionnelles que va créer l'inflation vont faire en sorte que cette somme-là n'aidera pas très, très longtemps les familles, mais au moins c'est là. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Il y a un début dans le budget de réduction des dépenses gouvernementales, notamment une diminution, on nous dit d'un peu plus d'1 milliard des contrats qui seront accordés aux sous-contractants. Le gouvernement aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Mais ce que je constate, c'est que les nouvelles positives sont malheureusement enterrées par l'ensemble des dépenses additionnelles. Si on avait été raisonnable, on aurait été du côté euh, de cette sagesse fiscale qu'on ne retrouve pas dans le budget et on aurait évité d'ajouter des nouvelles dépenses comme ils l'ont fait. Malheureusement, tout ça a un coût et ça ajoute à la dette. La dette du pays va atteindre plus de 1,1 billion, pas million, billion. Donc ça, c'est 1000 milliards de dollars cette année. Et ça va grimper comme ça jusqu'à 1,3 billion dans 5 ans. Et malheureusement, il n'y a rien qui semble mettre un frein à cette volonté-là des libéraux de dépenser. Donc, les côtés positifs sont rares. Il y a une nouvelle du côté des producteurs de lait. Il y a 333 millions qui seront mis en recherche et en développement pour les solides non gras du lait. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup de producteurs laitiers chez nous. Reste à savoir maintenant comment le gouvernement va mettre ça en place, comment ils vont l'appliquer. C'était une nouvelle qui était attendue du côté des producteurs laitiers chez nous qui, malheureusement, font face à une baisse de la demande de ces produits-là. Et bon, c'était une demande que les gens avaient fait, notamment Alain Brassard, qui est encore, qui est un producteur de chez nous, puis qui est un des vice-présidents de la Fédération des producteurs de lait du Québec, qui est venu nous faire part ici de cette demande-là. Le gouvernement a acquiescé. Encore une fois, il va falloir voir dans son application, est-ce que les gens de chez nous vont pouvoir en bénéficier rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelques parties positives de budget à propos de l'environnement? Le gouvernement indique beaucoup d'investissements en matière de la transition verte. C'est des investissements qui sont mis sur plusieurs années. Donc, on va voir comment ces investissements-là vont se traduire concrètement dans les régions. On sait que présentement, les mesures qui avaient été adoptées par le gouvernement fédéral n'avaient pas permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça fait partie des nombreuses dépenses qui ont été imposées qui risquent de créer un déséquilibre. La bonne chose, c'est que le gouvernement fédéral a décidé de réagir au plan d'investissement vert, de transition verte du gouvernement américain, ce qui devrait permettre de maintenir ici au Canada certains investissements en matière de transition écologique.
On va voir à l'usage au cours des prochaines semaines, des prochaines années, si ces investissements-là vont effectivement être de nature à retenir les investissements. Parce que c'est beau de mettre de l'argent, mais aussi il faut mettre un cadre réglementaire qui facilite les investissements, qui sont attirants pour les entrepreneurs, les promoteurs qui désirent faire de ces gros projets-là au Canada. Et là-dessus, le gouvernement a encore un peu de travail à faire. Et quels sont pour vous les principaux problèmes qui commenceront à être traités avec ces nouveaux budgets? Pensez-vous que certains devront être laissés de côté? On fait face présentement à une grosse crise de l'inflation. Il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des loyers. Il y a des familles qui sont obligées de sauter des repas parce que la nourriture coûte trop cher ou on fait des choix différents dans ce qu'on mange. Et ce budget-là ne permettra pas de mettre fin à cette situation qui est vraiment dommage et qui cause un achalandage vraiment additionnel qu'on n'avait pas vu dans les banques alimentaires, notamment chez Horace, chez Orapé. Il y a beaucoup de gens qui doivent recourir aux banques alimentaires et on voit de plus en plus de familles, de gens qui travaillent recourir aux banques alimentaires. Et il n'y a pas de réponse à ce problème-là dans le budget. Monsieur Luc Berthold, merci beaucoup pour votre réponse et pour toute l'information qui c'est d'intérêt pour la communauté de l'érable. Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Vous avez entendu le député de Mégantic l'Érable, M. Luc Berthold, parler sur l'impact du budget fédéral dans la région de l'Érable, depuis son bureau à Ottawa. Maintenant, nous changeons complètement de sujet. Entre mai 2022 et mars 2023, l'organisme Droit devant l'Érable a créé une campagne de conscientisation sur la pauvreté. Son objectif était de comprendre les situations des personnes vivant dans la pauvreté sans jugement. Dans cette opportunité, nous recevons en studio M. Yvon Poudrier, agent de développement des droits devant l'érable et responsable de cette campagne, pour nous expliquer son bilan de travail. Bonjour M. Yvon. Bonjour Sylvana. On va commencer à parler sur la campagne de sensibilisation, mais c'est important de définir qu'est-ce que c'est la pauvreté et quand dit-on qu'une personne est pauvre? Oui, bonne question, mais au préalable, j'aimerais ça parler brièvement de la mission de Droit devant l'érable parce que malheureusement, dans 98% des présentations que j'ai faites, très peu de personnes connaissent Droit devant l'érable. Et Droit devant l'érable existe depuis 22 ans. On est membre de la Corporation de développement communautaire de l'érable, comme 39 autres organismes qui sont eux aussi méconnus. Mais la Corporation travaille très fort pour faire connaître et reconnaître les services des organismes membres. La mission de Droit devant l'érable, c'est, je dirais en gros, c'est la défense collective des droits sociaux pour les personnes qui vivent une situation de pauvreté dans la MRC de l'érable, où il y a 11 municipalités. Ça représente environ 23 500 personnes. De ça, ce que l'on fait comme travail principal, c'est de l'accompagnement pour les personnes qui font des démarches puis qui n'ont pas de résultats positifs sous plusieurs formes, toutes sortes de consultations. Et lorsqu'on ne peut pas répondre à leurs demandes, bien, on les réfère aux bonnes sources. Ça peut aussi bien être aussi simple que de remplir un formulaire où la personne n'est pas à l'aise d'appeler un ministère X ou une ressource. C'est pas tout le monde qui est habile avec l'informatique. Donc, on est là pour les accompagner et on est en cours actuellement jusqu'à la fin avril, la clinique d'impôt. Il y a environ 500 déclarations d'impôts qui sont faites annuellement par 2 bénévoles de Droit devant l'érable. 2 jours par semaine, on reçoit les gens au bureau le mois de mars et avril. Et cette clinique-là, pour une minime contribution de 10 $, les gens qui sont en situation de pauvreté viennent nous voir et on leur fait leur déclaration d'impôt. Puis je dirais qu'en gros, Droit devant l'érable se doit de plus en plus être connu et reconnu. Et les entrevues que j'ai faites ont donné l'occasion d'avoir justement cette visibilité-là. Et quel est le bilan que vous faites sur cette campagne? On peut-tu chiffrer qu'est-ce qui se passe ici dans la MRC au niveau de la pauvreté? Donc, les chiffres que l'on donne sont ceux-ci. Il y aurait dans la MRC de l'érable 1500 personnes qui reçoivent l'aide sociale, communément appelée l'aide de dernier recours pour certaines personnes. Par contre, il y aurait au-delà de 3350 personnes qui sont dans des secteurs défavorisés,
quand je fais la présentation, on voit la map, la carte des 11 municipalités, puis on est capable de savoir dans quelle municipalité les gens sont favorisés, très favorisés ou défavorisés. Puis je vous dirais que tout ça, là, ça date du rapport que j'ai lu, mais ça date de 2019. C'est avant la COVID. Fait que ces chiffres-là, aujourd'hui, je suis à peu près certain qu'ils ne sont pas cohérents avec la vraie réalité. Un fait qui m'a surpris après avoir lu le rapport sur l'analyse différenciée des sexes, les femmes dans la MRC L'Arabe sont très défavorisées. Et ce que j'ai constaté, il y aurait au-delà de 5200 familles monoparentales dans la MRC L'Arabe. Et de ces 5200 familles-là, 70% sont sous la responsabilité de la femme, de la mère. Et ça, c'est un peu déplorable. On devrait, d'ici le mois de juin 2023, avoir une autre réunion avec le comité stratégique de développement social de la MRC L'Arabe, parce qu'il y avait jusqu'à récemment une ressource qui venait aider ces gens-là dans la MRC. À tous les 15 jours, c'était une intervenante, et malheureusement, elle manque de temps, elle va rester plus dans la MRC d'Arthabasca. Donc, la MRC est en panne, là, si on peut employer l'expression. Et Valérie Bédard, qui a pris la parole mercredi le 29 mars au Carrefour, elle a parlé brièvement quel était le rôle de cette personne-là, mais que ça serait intéressant qu'on puisse voir une avenue pour retrouver cette ressource-là. Je veux juste rappeler que c'est difficile à qualifier parce qu'on n'a pas nécessairement un produit à offrir en échange. C'est plutôt, la campagne vise principalement, du moins c'est un souhait, à ce que la population modifie sa perception ou du moins son regard envers ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ont tendance à s'isoler. Ça représente de l'exclusion sociale. Ils ne sont pas toujours bien perçus par la population en général. Fait que nous, notre objectif de la campagne, c'est est-ce que toi, tu peux changer, est-ce que vous, la population, vous pourriez changer votre regard avec ces personnes-là? C'est le premier objectif pour que ces personnes-là se sentent inclusives parce que ces personnes-là ont droit à la même dignité que tout le monde dans la MRC. On peut être plus spécifique avec quelle a été l'implication de jeunes avec difficultés financières et sociales dans cette campagne ici dans l'érable? Au préalable, ce qu'on a fait, on s'est entretenu avec 3 groupes de jeunes. On a commencé par des jeunes, 3 jeunes de la maison L'Express de Plessisville, qui nous ont parlé un peu comment eux voient la réalité de la pauvreté, particulièrement chez les jeunes. Par la suite, on s'est entretenu avec 3 autres jeunes de la polyvalente La Samare de Plessisville. Et par la suite, des plus jeunes, ça a été la maison des jeunes La Fréquence de Princeville. On leur a présenté l'atelier au même titre que n'importe quel autre qu'on a fait. Et ce qu'on constate, c'est que ces jeunes-là, je vais parler de chiffres, et là, je ne fais pas allusion aux jeunes en général, je parle des jeunes en général qui vivent dans des familles où il y a une situation de pauvreté. 60% de ces jeunes-là finissent pas leur secondaire. Ils vivent beaucoup de préjugés. Ils s'isolent. Ils ont, pour certains, de la difficulté au niveau scolaire. Puis ça a été corroboré en même temps avec le comité consultatif du ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, qui ont mandaté un organisme pour faire l'étude au Québec. Mais je veux juste dire que c'est un peu malheureux parce que c'est notre élève. Mais ces jeunes-là sont vraiment très, très sensibles à la pauvreté. Puis il y en a où j'ai fait un atelier à Impact Emploi, des jeunes qui veulent s'en sortir, des jeunes de 18 à 30 ans, ils étaient 6. Ils suivent une formation qui s'appelle Connexion. Puis c'est pendant pratiquement 3 mois de mémoire, mais c'est 30 heures par semaine, ils reçoivent une rémunération, le salaire minimum. Et c'est de la formation continue pour un jour aller sur le marché du travail. Donc, les jeunes veulent s'en sortir. Il faut juste... Moi, je pense que ce qui manque, c'est de l'information. Justement, on va parler des défis
Pour vous, quels ont été les défis les plus importants pendant le processus de la campagne ici dans l'érable? Je dirais que pour avoir fait à peu près environ 125 sollicitations, les 40 organismes de la Corporation de développement communautaire de l'érable, tous les clubs sociaux de ce monde, dans la MRC de l'érable, et les conseils municipaux, ça a été très favorable. La difficulté, ça a été de pouvoir les rejoindre au point de nous accorder du temps. Parce que malheureusement, ces organismes-là vivent la même chose que tout le monde. Il manque de personnel. Ils ont beaucoup plus de demandes maintenant qu'il y avait avant la période pandémique. Et leur demander 1 heure d'entretien pour leur parler de la pauvreté, c'est difficile. D'autant plus qu'ils sont très touchés par la pauvreté parce qu'il y a plusieurs personnes qui les consultent et qui vivent en situation de pauvreté. À titre d'exemple, à l'Association des personnes handicapées de l'érable, on parle des statistiques. Et à la fin de l'entrevue, j'ai demandé à Yannick Lapierre, le directeur général de l'organisme, s'appelait Civil, combien qu'il y en a de personnes qui utilisent vos services, mais qui pourraient être en pauvreté. La réponse est arrivée tout de suite. Là. 80% des gens qui vivent en situation de pauvreté, qui utilisent le service, sont en situation de pauvreté. Pour revenir à ta question, on se sent un peu démunis face à cela parce qu'on sait qu'on peut les sensibiliser, mais ils sont déjà très sensibilisés. Donc, ce que je trouve le plus difficile, c'est de sensibiliser la population. Et quel a été justement l'impact de la campagne? Est-ce que avez-vous observé des changements importants sur l'attitude de la communauté face à l'image des personnes en besoin? Moi, je dirais qu'il y a un seul mot. Oui, l'attitude a changé. Et le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'ouverture. Les gens écoutent les capsules, là, sans vouloir trop les vanter. Ils sont les yeux grands ouverts, puis ils ne réalisent pas que ces gens-là, autres que leur situation financière, parce que les capsules ne déplorent pas leur situation ou leur manque de revenus. Ils déplorent plutôt une situation d'un vécu antérieur qui les amène à la pauvreté. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans notre campagne à la fin. Là, c'est les gens, quand ils ont fini d'écouter l'atelier, juste pour vous donner un exemple, là, sans la mentionner, il y a une municipalité qui m'avait averti pour dire, Yvon, on est prêt à te recevoir, on ne t'accorde pas plus que 25 minutes. Pas de problème. Je vais couper les capsules en 2 au lieu d'en faire 4, puis je vais y aller sur des éléments que je vais enlever. Je vais essayer de retenir ce que je considère essentiel. Puis après 25 minutes, j'ai dit, excusez, là, il faut que j'arrête, parce que je m'avais accordé 25 minutes. Fait que le maire a levé la main, puis il dit, tout simplement comme ça, Yvon, non, tu continues. Ça a duré 1 heure. Quand les gens prennent la peine de s'asseoir puis d'écouter, c'est un autre monde, là. Parce que c'est pas moi qui fait foi de ce qui est de la réalité. Je fais juste utiliser des données pour pouvoir les transmettre sur une présentation. Le reste, c'est le public en général qui réagit d'une façon positive, très positive. Et concrètement, quels sont les défis que les personnes en pauvreté expérimentent ici dans l'érable? La priorité des priorités pour moi, c'est le logement. Parce que c'est le problème numéro 1. On sait qu'est-ce qui se passe, c'est ainsi, le fléau des coûts astronomiques. J'ai vu un 3,5 à 950 $. Ça n'a aucun sens. Donc, la problématique d'avoir des logements abordables, c'est ce qu'ils vivent le plus. Et j'entendais l'autre jour, puis je l'ai entendu à plusieurs reprises, quand ils ont de la misère à payer leur logement, là où ils coupent, c'est sur l'alimentation. Fait que malheureusement, c'est la problématique, la qualité de l'alimentation. Puis la troisième difficulté qu'ils vivent, c'est leur santé. Puis quand je dis leur santé, c'est pas une santé physique, c'est bien souvent une santé mentale, psychologique, très affectée au point de vouloir s'isoler. J'ai parlé à des gens
entre autres, là, qui m'a parlé de suicide. Un autre, un problème dans une petite municipalité où la mère n'envoie plus les enfants à l'école pour le dîner, de peur d'avoir elle n'a pas les capacités financières de les faire manger. On m'intervient, la commission scolaire m'appelle, et c'est pas moi qui ai réglé la situation, sauf que j'ai pris la peine de prendre l'information, puis je l'ai transférée à la Corporation de développement communautaire de l'érable. Et 2 jours après, une travailleuse sociale dans le dossier, l'école de la municipalité a accepté de faire manger les enfants gratuitement, mais après avoir vérifié la situation pour le reste de l'année. La mère elle vit encore une situation de santé très précaire. Donc, c'est un peu ce genre d'aide-là que l'on fait, qui est toujours en arrière de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Vous avez un message final pour transmettre à la population par rapport à votre collaboration pour améliorer l'image des personnes en difficulté? Parlez-en. Propagez les capsules. Suivez-nous sur la page Facebook de Droits devant érable. Et continuez à avoir de l'ouverture. Monsieur Yvon, merci beaucoup pour votre réponse. On aimerait. Et merci pour l'invitation. Vous avez entendu Yvon Poudré expliquer sa campagne de conscientisation sur la pauvreté et le député Luc Berthold s'exprimer sur l'impact du nouveau budget fédéral dans la région de l'Érable. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission. Si vous voulez rester informé, vous pouvez regarder la 12e édition de l'Érable en bref de cette semaine, disponible à partir de mercredi. Aussi, la mission Érable approfondie sera disponible à partir de samedi sur les ondes de la TVC. Nos émissions sont mises à jour sur notre site internet www.tvc.org. Jusqu'à notre prochain rendez-vous informatif, nous vous disons à la prochaine.